Salut Nathan, Salut Val. merci de nous rejoindre sur ce podcast pour discuter d'un sujet d'actualité très brûlant et en même temps un sujet d'actualité qui va nous suivre ces prochains mois avant, on l'espère, fin août, être un sujet très brûlant pour le coup et même un sujet, ça y est, qui sera derrière nous pour ce fameux merge et qui sera notre quotidien puisqu'il y a quelques jours, hein, cette semaine, il y a eu un nouveau testnet qui a validé le passage à Ethereum 2.0, le fameux test avant le merge qui devrait arriver en août. On va voir un petit peu les contours de ce fameux passage qui était particulièrement attendu, qui s'est bien déroulé. On va voir en quoi il s'est bien déroulé. Et puis, on va revenir un petit peu sur les bases de ce merge et de ce basculement très attendu que certains jugent très risqué, mais qui pour l'instant se déroule sans accroc. Donc, merci beaucoup de te prêter à répondre à toutes ces questions qui sont un peu difficiles parfois. On a déjà eu l'occasion de te retrouver sur ce podcast-là, mais c'était une autre thématique. Est-ce que tu peux te représenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Je m'appelle Nathan Sexer, je suis vice-président d'Ethereum France. Euh, voilà. Et je me suis mis à suivre un peu la transition de Ethereum 2.0 récemment. J'ai bien replongé, même si on ne doit plus parler d'Ethereum 2.0 en réalité. On parle de fusion des couches consensus et d'exécution, mais c'est une petite précision à apporter par rapport à l'article que j'ai sorti notamment sur le sujet via Ethereum France, donc, que je vous invite à lire, mais je pense qu'on va reprendre les sujets dans le podcast. Exactement, on va essayer de les reprendre pas à pas pour bien comprendre tout ça. Euh, Justement, avant de regarder cette évolution qui s'est faite ces derniers mois et particulièrement du coup cette semaine, est-ce que tu peux déjà nous rappeler ce qui est du coup dans l'inconscient collectif, s'il te plaît, cet Ethereum 2.0 qui est en train de changer de nom ou en tout cas dont on voit les précisions. Effectivement, il y a ce fameux GIF avec les deux pandas de mémoire là, qui se touchent et qui incarne un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Mais voilà, est-ce que tu peux nous rappeler la force de ce changement du merge et qu'est-ce que ça signifie, s'il te plaît? Ouais. Euh, donc historiquement, Ethereum est une chaîne en proof of work, preuve de travail, c'est-à-dire qu'elle est validée à l'aide de mineurs qui vont valider les blocs et qui vont faire marcher la blockchain. Depuis toujours, Ethereum doit transitionner vers un modèle en proof of stake, donc preuve d'enjeu en français, qui consiste à mettre en collatéral de l'Ether, en l'occurrence c'est 32 Ethers, et faire tourner des validateurs de manière sans consommation d'électricité, sans faire tourner des mineurs dans des hangars ou quoi que ce soit de la sorte. L'idée, c'est de conserver une forme euh, d'incentive économique à faire en sorte que le réseau fonctionne et que les acteurs qui valident le réseau, les validateurs, se comportent d'une manière saine. Donc pour ça, en tant que validateur, on met 32 Ethers en collatéral et on fait tourner ce qu'on appelle des clients. Donc c'est des softwares qu'on télécharge et qu'on fait tourner, qu'on doit mettre à jour avec ces Ethers en collatéral et on a tout intérêt à faire en sorte qu'ils marchent bien pour valider le réseau. Donc euh, c'est dans la roadmap depuis des années maintenant et on est en train d'arriver sur les phases finales de ce qu'on appelle the merge ou la fusion, euh, puisqu'il y a eu des grandes étapes récemment qui ont fait que on s'approche très fortement de ce passage vers ce fameux proof of stake. Donc, peut-être pour les grandes étapes récentes, fin 2020, on a lancé ce qu'on appelle la Beacon Chain. En français, ce serait peut-être la chaîne phare ou la chaîne d'accroche. Je crois qu'il n'y a pas de terme français bien défini. Euh, Où en fait, on a commencé à lancer ces fameux validateurs. Donc, n'importe qui a pu déposer 32 Ethers, télécharger les clients, ces fameux softwares, et faire tourner ces validateurs en échange d'un reward. Donc, euh, et ça tourne depuis fin décembre, en parallèle de Ethereum comme on le connaît aujourd'hui, en proof of work, et qui sert pour le moment à rien d'autre si ce n'est qu'à faire venir les validateurs et commencer à mettre en place ces clients-là et puis commencer à tester la chaîne. Et donc il y a eu zéro problème à ma connaissance sur cette fameuse Beacon Chain qui tourne en parallèle d'Ethereum depuis 2020. Euh,
Et ce qui s'est passé récemment, c'est qu'on commence à, à parler de fusion réellement. Donc, on commence en tout cas sur les réseaux de testnet, et c'est ce qui s'est passé, c'était il y a 2 jours, donc le 8 juin 2022, où on commence réellement à se mettre en situation réelle, donc à fusionner les réseaux de testnet qui étaient historiquement en proof of work. D'ailleurs, petite précision, tous les testnets ne sont pas en proof of work. C'est le cas de Ropsten, qui a mergé il y a 2 jours. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle c'était si important et si critique, c'est que c'est un réseau de testnet qui est très proche en fait de Ethereum actuel. C'est pour ça que c'était super important à observer et super intéressant à observer, puisque même les étapes en fait vont être assez similaires sur le mainnet. On va observer les mêmes grandes étapes critiques et finir par, on espère, le même résultat. Donc ça c'est super bien passé. Voilà. Sur le testnet qui s'est déroulé donc il y a 2 jours, le 8 juin, on a euh, pu voir qu'il s'était bien déployé. Ça rassure un petit peu sur dans les prochains mois ce qui nous attend avec la fusion fin août. Je dis pas de bêtises, c'est ça qui est prévu. Alors la fondation annonce Q3, Q4 2022. Faut pas prendre de risques, je pense. D'accord. Effectivement, là c'est pareil, dans l'inconscient collectif, c'est fin août, mais en tout cas, avant la fin de l'année, ce déploiement sur le testnet qui s'est bien déroulé donc, donne de la confiance. Est-ce qu'on peut parler justement des risques qui auraient pu se trouver réels dans ce passage sur le testnet? C'est un réseau qui vaut plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc, effectivement, on ne peut Mhm. pas se permettre de le lancer et de voir a posteriori, ah, ça n'a pas marché, on a perdu tant de milliards ou je ne sais pas, il y a un burn qui s'est fait ou je ne sais quelle problématique. Est-ce que s'il y avait voilà, 3 tendances, 3 gros points sur lesquels il faut être attentif, que d'ailleurs les bitcoiners maximalistes s'amusent à bien mettre en exergue en attendant ce merge et en regardant ce que ça donne, voilà, quels seraient ces 3 points-là qui peuvent être problématiques s'il y a un problème de passage au merge et qui, encore une fois, s'est bien déroulé ces 2 derniers jours? Il y a un problème qu'identifient assez bien les développeurs et qui est assez bateau, c'est que les validateurs doivent mettre eux-mêmes à jour les clients. Donc ça, même si ça se passe bien, si personne ne met à jour ses clients, ça peut être très problématique. Donc ça, c'est un premier risque dans le merge. Ce qu'on a vu là, c'est qu'il y a eu une bonne transition. Tout le monde a joué le jeu, sur Ropsten en tout cas. Et il y a eu, je crois que c'était 85% d'uptime au moment du merge. Donc c'était une belle réussite et tout le monde était très satisfait du résultat. Les core devs disaient même que enfin, que si c'était sur mainnet, ils auraient sauté de joie, etc. Donc c'est Danny Ryan qui parlait de ça. Enfin, ils étaient très contents du résultat. Euh, Après, c'est un premier risque que les validateurs ne mettent pas à jour leurs clients. Et donc, même s'il n'y a pas de problème, que la validation ne se fait pas correctement à ce niveau-là. Euh, Deuxième, enfin, un autre risque, ce serait que tout simplement, il y a des bugs qu'on n'ait pas identifiés. Donc ça, on va dire que c'est de moins en moins probable et c'est la raison pour laquelle ça se fait autant repousser. C'est-à-dire que là, on est en train de faire des tests à grandeur nature sur des testnets qui sont très similaires au mainnet aujourd'hui. On voit des problèmes mineurs qui sont corrigés dans la foulée. Il y a eu en plus de ça ce qu'on appelle des shadow forks sur le mainnet. Donc c'est des réplicas à l'identique de la mainnet et pareil, on a vu des résultats très positifs. Donc je pense qu'il y a des tests qui sont faits à tous les niveaux et qui sont très positifs. Donc pareil, je pense que et à ce niveau-là, s'il y a le moindre problème, ça continuera d'être repoussé. Mais Steve Beko qui rappelait ça hier, que à moins qu'il y ait vraiment un événement majeur, il n'y aura pas de euh, délai plus important que ça. Ou peut-être s'il y a un enchaînement de problèmes, on va dire, moyen, médium, peut-être que là, ça repoussera encore et ça posera d'autres problèmes. Mais voilà, mais c'est euh, un peu les gros risques. Et puis enfin, le gros risque, c'est qu'il y ait voilà, des bugs qu'on n'ait pas identifiés.
Et puis, tu le disais dans ton article aussi sur Ethereum France, qu'au moment du passage de ce Ouais, fameux merge, de cette fusion, il y a une attaque coordonnée parce qu'il y a une baisse peut-être de l'activité des mineurs. voilà. Alors c'est un sujet intéressant, c'est-à-dire que il y a plusieurs phases dans la transition. C'est-à-dire on va mettre à jour les clients. Donc il y a cette fameuse beacon chain en parallèle de la main chain, sur lequel on doit, enfin, pour laquelle on doit mettre à jour les clients. Donc c'est l'update, la mise à jour sur ces clients de la beacon chain, on l'appelle la Bellatrix, sur la consensus layer. Et ensuite, l'équivalent sur la main chain s'appelle la Paris, l'execution layer. Et du coup, doivent se faire ces deux mises à jour en parallèle. Euh, la question est à quel moment elle doit être faite. Et historiquement, dans les blockchains, on utilise normalement des block numbers, des block height. Et ils ont trouvé un trick assez astucieux pour justement se prévenir de ce problème dont tu parles. C'est de choisir la fameuse TTD, donc c'est euh, Terminal Total Difficulty. En fait, c'est par rapport à la difficulté des blocs. Donc, chaque bloc a une certaine difficulté qui correspond à la puissance de calcul nécessaire. Donc ça, c'est en proof of work, encore une fois. Et on va se servir de cette terminal total difficulty pour déterminer le moment de la transition, parce que ce moment est très critique. Et pourquoi plutôt qu'un block height? C'est parce que euh, on pourrait jouer, enfin quelqu'un pourrait forquer la mainnet, toujours en proof of work, diminuer progressivement le hash rate nécessaire pour produire de nouveaux blocs, créer une très longue chaîne et donc faker quelque part le block height. Donc ils ont trouvé ce truc très astucieux, je trouve, pour changer le timing. Mais bref, ça c'était un potentiel vecteur d'attaque, mais qu'ils ont patché grâce à ce choix de timing en fait. Et en plus de ça, une fois qu'est déclenché ce timing, grâce à la fameuse TTD, il va y avoir un laps de temps il me semble, plusieurs semaines, je crois 2 ou 3 semaines, où les validateurs vont avoir le temps d'updater. Donc, il faut s'attendre à avoir beaucoup de communication de la part de la fondation Ethereum, mais pas que, sur les réseaux. Et je pense il y a un rôle des validateurs à rester à jour par rapport à ça, mais voilà, en gros. Et aujourd'hui, la Beacon Chain, c'est Oui, plusieurs pourcentages déjà des Ethers en circulation qui sont bloqués. Et c'est un ouais. pourcentage assez conséquent. Ouais, c'est très conséquent. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais je pourrais retrouver ça pareil. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est un gros pourcentage de la supply d'Ether qui est lock actuellement. Et qui rapporte déjà quelques pourcents, Ouais, parce que c'est ça, hein, effectivement, on l'a dit un petit peu en introduction, mais globalement, ça va. Les gens qui ont 32 ETR, qui vont les staker, qui vont permettre de valider le réseau, retrouveront enfin, auront un pourcentage d'intérêt pour la sécurité de ce réseau. C'est le fameux staking qu'on connaît sur d'autres monnaies, qui du coup le sera demain dans le futur sur Ethereum. Et donc, il y en a qui se sont déjà positionnés dessus parce que forcément, plus la part du gâteau est petite, plus le taux d'intérêt est grand. Après, plus le nombre d'Ethers en staking augmente, plus c'est dilué, mais ça reste toujours intéressant. Donc, c'est ça qui se joue aujourd'hui avant de vraiment mm. fonctionner dans la chaîne qui sera fusionnée. Donc, je regardais en parallèle, c'est à peu près 10% des Ethers qui sont stakés. Et on a une moyenne des validateurs qui est actuellement à 33,5 Ethers. Donc, c'était 32 initialement. Donc, je pense que là, il y a pas mal de validateurs qui étaient arrivés assez tôt. Mais donc, en moyenne, les validateurs ont gagné 1,5 Ether sur une période de 1 an et demi. Donc, c'est pas inintéressant comme retour. Parce qu'en plus de ça, si on veut, et après on s'amusera dans la dernière partie du podcast à se dire, bon, ça y est, on est sur le jour J, tiens, Nathan, tu appuies sur le bouton et on voit ce que ça changerait pour l'utilisateur dans un monde post-fusion. Mais avant d'arriver justement sur cette petite projection-là, le fameux passage en proof of stake, il a été motivé par peut-être réduire les émissions, ou réduire en tout cas la consommation du réseau, la consommation énergétique. Alors, certains disent que ça va réduire
jusqu'à 99% de la consommation énergétique. Et encore une fois, c'est une vision et une volonté de Vitalik Buterin, l'un des cofondateurs d'Ethereum, depuis le tout début. Et donc, il se concrétise dans quelques mois. Est-ce que c'est important justement de réduire la consommation énergétique du deuxième plus gros réseau, deuxième plus grosse crypto-monnaie la plus capitalisée du marché? Oui, évidemment. Je pense que c'est une des raisons, si ce n'est la raison majeure de cette fusion, enfin une des raisons majeures, on va dire. Ça a toujours été dans la roadmap, comme je l'ai mentionné plus tôt, et ça a toujours été un problème. Je pense qu'il y a eu pas mal de backlash autour des NFT notamment, parce que ça, je pense que dans le mainstream on a beaucoup parlé et que c'était un point de critique assez évident, on va dire. Donc c'est devenu un peu plus urgent, j'imagine, dans la roadmap récemment, mais ça a toujours été dans la roadmap. Et ensuite, il y a cette fameuse consommation énergétique qui va en effet réduire de 99,5%. Donc c'est quand même assez majeur. Mais en plus de ça, euh, c'est une première étape majeure vers euh, la scalabilité sur le long terme d'Ethereum. Donc non seulement ça va réduire la consommation énergétique, mais aussi on organise le réseau de telle sorte à ce qu'on prépare les prochaines étapes d'Ethereum pour la scalabilité sur le long terme, puisque va y avoir des mécanismes de consensus à partir de ces stakers qui vont se mettre en place. Euh, et donc c'est super important à ce niveau-là aussi. C'est pas juste on fait pas ça juste pour cette transition énergétique, on va dire, mais c'est aussi pour préparer la suite au niveau de la rapidité du réseau. Même Donc, si, je le précise, il n'y aura pas d'impact, puisque tu l'as mentionné, il n'y aura pas d'impact sur les fees au moment du merge. Ça va pas changer En fait, ça va rien changer au niveau de l'utilisateur. Ça va changer au niveau de la validation du réseau. Vous allez voir que par bloc, aujourd'hui, on peut voir combien de hash rate a été utilisé, combien d'énergie, en quelque sorte, a été utilisé pour valider ce bloc. Et ben, vous verrez que ça passera à zéro. Donc ça, c'est pas mal quand même. Mais à part ça, pour l'utilisateur final, il y aura pas de différence. Et pour l'utilisateur final, il y a eu une grosse différence au niveau de l'EIP 1559. Et donc ça a beaucoup changé, ce qui fait qu'on brûle un peu d'éther à chaque bloc produit. Donc ça a la répercussion non seulement sur le prix des transactions qu'on paye au jour le jour, mais aussi par rapport au fait que la supply et la quantité d'éther au total diminue en fait. Et donc ça c'est intéressant. En tout cas, elle grossit moins, on va dire. Euh, mais mais pour l'utilisateur final, ça ça change pas. pourrait même effectivement devenir un réseau déflationniste parce qu'on Ouais. a moins de création, on en brûle une partie. Et en plus, ça sera un réseau de plus en plus potentiellement utilisé avec cette nouvelle manière de sécuriser le réseau et avec la scalabilité qui se met en place. On est en plein printemps, début d'été des fameux peut-être Layer 2 avec Optimism qui a fait son airdrop, Arbitrum qui va commencer son Odyssey. Starknet qui commence aussi à parler un petit peu de ce qui va arriver. Donc, certains s'attendent à ce que l'été soit comme celui de la DeFi il y a 2 ans, celui des NFT l'année dernière, celui des Layer 2 cette année. Donc, on verra effectivement comment ça se met en place, mais avec une utilisation plus importante du réseau, une sécurité différente de celui-ci et donc des fees brûlés plus fortement, on pourrait avoir un réseau déflationniste. Alors oui, mais ça dépendra des jours, ça dépendra en effet de l'utilisation du réseau. Euh, donc il y aura toujours des nouveaux Ethers mis en circulation, il y en aura de moins en moins, et il y aura des périodes où en effet la supply réduira. Donc ça peut être intéressant à ce niveau-là aussi. Avant d'aller du coup sur la partie fusion et post-fusion, est-ce que tu peux nous redire un petit peu comme l'article que tu as fait, que je mettrai sur Mhm. la description là, sur Ethereum France, les deux testnets qui restent à valider avant ce passage-là. Et puisqu'on le savait, hein, c'est tout le sujet du podcast et on l'a compris dans les contours que celui qui vient d'être activé était celui qui était le plus proche d'un point de vue infrastructure d'Ethereum. Qu'est-ce que vont apporter les deux prochains qui arrivent dans les prochaines semaines à activer? Donc il reste deux testnets avant le merge final, on va dire. Il reste le testnet Goerli, je sais jamais comment on le prononce, qui est lui un testnet en Proof of Authority. Donc c'est un peu différent, mais je suis pas sûr que ça change énormément au niveau
du merge, ça va être le même processus de mise à jour des clients des deux côtés, de la beacon chain et de la chain et de l'autre. Donc il reste ce testnet-là, et puis ensuite il y a Sepolia. Donc ça va être voilà, deux nouveaux tests à grandeur nature qui vont être super intéressants à regarder, à observer. Et il faut savoir que c'est les deux testnets qui resteront par la suite, Goerli et Sepolia, puisque les autres ne seront plus maintenus. Que ce soit Ropsten qui vient de passer ça c'est vraiment purement un test, quoi. Ou alors Ringby et Kiln qui sont eux plus maintenus. Je pense que voilà, je crois que restera pour l'aspect historique de Ethereum pour avoir ça sur un testnet de manière historique et voilà. Ok, donc effectivement, on est sur cette dernière ligne droite de testnet. Justement, Nathan, tu vas pouvoir avoir le privilège dans cette projection d'être la personne qui appuiera sur le bouton du merge, de cette fusion, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Avant ça, justement, qu'est-ce qui se passe juste avant d'appuyer sur le bouton? Il y a peut-être tous les les core devs qui seront dans un call. Est-ce que justement, ce serait comme dans un film, tous dans un call et il y en a un qui va appuyer et puis on va regarder comment ça se déroule et est-ce que si ça se déroule mal, on a la possibilité de vite mettre un timestamp ou je ne sais quelle manière de revenir sur la décision? Comment ça se passerait ça? Eh bien, ça va se passer à peu près de la même manière que se passe la fusion des testnets, sauf que ça va être moins chantant, je pense. Je sais pas si vous avez euh, si certains d'entre vous ont pu assister à la fusion de Ropsten, mais c'était assez marrant, puisqu'il y a il y a tous les corps dev, il y a Vitalik qui parlait, il y a Jonathan Mann qui faisait une chanson sur le merge, donc c'était assez joyeux. Et on observait en fait le déroulement de ce merge. Donc il y a plusieurs déroulés. En amont, il y a ces fameuses mises à jour que j'ai mentionnées plusieurs fois, et les déterminations des timings. Il y a ce fameux TTD, donc cette terminal total difficulty euh, sur lesquels vont se mettre d'accord les core devs, qui sera pas trop en amont. Euh, et suite à ça, quand on aura une idée du timing, va s'organiser autour de ce fameux timing, à quelques heures près. Je crois que sur Option, il y a eu 2 heures de différence. Les core devs et les plus proches de la fondation vont se mettre sur un call. Tout le monde peut y assister en live. Et en effet, on va regarder ça de très près. Donc, il y aura une préactivation il y a ces fameuses mises à jour qui vont passer, une préactivation des clients et le compte à rebours de ce TTD qui va commencer. Donc, tout le monde va être sur le call. Et il y aura un moment où en effet tout le monde va retenir sa respiration et tout simplement on va voir, il va y avoir aucun changement si ce n'est au moment M du merge, et ben on va observer qu'il y aura un bloc qui sera émis sans hash rate et on verra que ça a été donc produit sans avoir dépensé aucune ressource, aucune électricité. Et donc ça va être intéressant, mais encore une fois, il va pas se passer pour l'utilisateur ou pour nous, il va pas se passer grand-chose, si ce n'est qu'on va pouvoir observer que la transition a été faite à ce niveau-là. Euh, voilà. Et à ce moment-là, de manière effective, si j'ai 32 Ethers, je pourrais les mettre staker sur le réseau et de manière aléatoire, je pourrais être choisi pour valider le bloc suivant, c'est ça? Alors, on peut déjà valider aujourd'hui, on peut déjà n'importe qui peut déjà devenir validateur en mettant en collatéral ces 32 Ethers. Il y a pas mal il y a une dizaine de clients qui permettent de faire ça. Je crois qu'il y en a 4 qui sont beaucoup utilisés. Et donc, il y a plusieurs manières de le faire. Et ces 32 Ethers, c'est important à savoir que c'est one way. C'est-à-dire, on peut les collatériser, on peut les mettre en collatéral, mais on peut pas les enlever. Je l'ai mentionné un peu plus tôt. Ce sera pas au merge qu'on pourra les enlever. On pourra les enlever que plus tard après une mise à jour des core dev. Et ça, enfin, c'est une question qui revient souvent et c'est bon à savoir, je pense, quand on veut se mettre là-dedans. Déjà, c'est pas très accessible, ça reste assez technique et c'est une volonté de la fondation de le rendre accessible à tous, donc de le rendre de plus en plus facile que n'importe qui puisse valider. Et je pense que c'est une des grandes raisons aussi derrière ce merge, cette transition que j'ai
j'ai pas mentionné plus tôt, mais ça a toujours été une volonté de la fondation et d'Ethereum de rendre la validation du réseau accessible par tous. Et donc, on n'a plus besoin de hardware, on n'a plus besoin d'être au pied d'un barrage pour valider le réseau. Il suffira, entre guillemets, de télécharger un software, de mettre 32 Ethers. Mais donc, c'est bon à savoir quand même que pour le moment, on peut pas retirer ces 32 Ethers et n'importe qui peut le faire. Quand même. Parfait. Et parmi les grandes questions qui reviennent souvent et qu'on a peut-être déjà traitées, mais qui forcément prennent tout leur sens dans ce podcast, la centralisation du réseau. Beaucoup, effectivement, craignent que ça recentralise le réseau parce que, notamment, beaucoup de gens ont participé au tout début du lancement à l'ICO avec beaucoup d'Ether pour peu cher et donc pourraient être plus importants dans le réseau là où c'est plus difficile sur le Proof of Work. Est-ce que c'est recevable? Est-ce que c'est une crainte réelle d'avoir un réseau plus centralisé, moins sécurisé que le Proof of Work qui est utilisé aujourd'hui par Bitcoin et encore par Ethereum? Contre-intuitivement, en fait, sur ce sujet-là, en Proof of Stake, il y a moins d'économies d'échelle possible, puisque à partir du moment où on a les moyens d'avoir un hangar et d'avoir de l'électricité pas chère et beaucoup de matériel, et ben, euh, qu'on mette 10 mineurs, 100 mineurs, 1000 mineurs, parfois, la différence n'est pas très importante. Donc, ils peuvent réaliser des économies d'échelle très importantes, ce qui n'est pas du tout le cas sur Proof of Stake. Donc, en effet, c'est entre guillemets qu'une question d'argent, mais il y a cette limite un peu pénible de voir setup enfin, d'avoir mettre un validateur par 32 Ethers à chaque fois. Donc c'est une des raisons pour laquelle c'est 32 Ethers. Bon, je crois que le montant a été choisi arbitrairement à l'époque où l'Ether valait beaucoup moins, mais c'est une des raisons pour laquelle on a ce montant-là, c'est qu'il faut, pour avoir plein de validateurs, il faut faire à chaque fois le même processus, et donc ça peut être un peu pénible. Mais donc, encore, juste pour répondre rapidement, moins d'économie d'échelle est possible sur le proof of stake, donc ça c'est en fait assez intéressant. Et ça aura tendance, pas forcément recentraliser le réseau, au contraire, euh, permettre à tout le monde de pouvoir le faire, et on le voit bien d'ailleurs avec des services comme je sais pas, Lido ou Rocket Pool qui permettent à n'importe qui de fournir de l'Ether, même pas forcément 32 Ethers, mais une portion d'Ether, et d'avoir un peu de retour euh, en échange. Donc il y a en effet des craintes pour les exchanges qui s'y mettent, tous les exchanges qui détiennent vos Ethers, parce que si vous avez des Ethers sur des exchanges, ils vous appartiennent pas, ils appartiennent aux exchanges, et ben ils vont les staker pour vous. Et donc, je sais pas si vous choisissez, mais voilà. Euh, c'est un risque, mais il est mitigé par ce que je viens de dire, c'est cette économie d'échelle qui est moins possible en proof of stake. Donc toi, tu es effectivement très bullish, on peut utiliser les termes de l'écosystème, en tout cas très confiant sur ce passage-là, à cette fusion. Ouais, carrément, on attend ça avec grande impatience. Et puis surtout, c'est que on l'attend depuis longtemps et ça va déclencher les prochaines étapes qui, elles, vont être aussi super intéressantes. Tout ce qui est, je vais pas trop rentrer dedans aujourd'hui, mais tout ce qui est du sharding et en effet toutes les étapes qui vont permettre de réduire les frais de transaction sur Ethereum qui vont suivre après ça plutôt en 2023, donc c'est pas tout de suite. Mais ça va être super excitant aussi. Donc on l'attend depuis longtemps et puis on a hâte. Ouais. Et la scalabilité, parce que effectivement, c'est enfin, c'est l'incarnation de tant d'années de travail. C'est ce que le public et nous tous attendons beaucoup. Mais en fait, c'est le coup d'envoi ensuite du réel changement pour Voilà. l'utilisateur in fine. Là, c'est d'abord un changement de processus, c'est le plus complexe, c'est le truc le plus important à faire, qui Ouais. apportera aussi qui fera sans doute du bien et un peu de tort aussi aux détracteurs qui devront trouver d'autres sujets sur lesquels frapper concernant Ouais. Ethereum. Mais effectivement, c'est en fait le coup de départ ensuite à une meilleure scalabilité, à la réduction des frais et tout, quoi. Ouais. Et il faut savoir que c'est pas parce que le passage en proof of stake a pris des années que la suite va prendre des années aussi. Le passage en proof of stake a prémâché énormément de travail pour la suite, et j'ai mentionné encore plus tôt, mais ça a instauré les fondations pour que toute la suite se passe bien. Et donc c'est vraiment une étape majeure, et c'est pour ça qu'on l'attend autant. C'est pas juste on change de validation et on consomme moins d'énergie. C'est vraiment on met les fondations pour tout le reste, et énormément de recherche a été fait pour la suite. Et donc ça va être super intéressant, et je pense que la roadmap va vraiment
peut-être pas s'accélérer, je veux pas mettre de pression sur les corps dev, mais ça va être super intéressant à observer. Il va se passer plein de choses dans les mois et dans les années à venir, et ça va être super intéressant à observer. Donc on est tous super excités par cette nouvelle. Même si, encore une fois, là, on reste sur on reste sur un testnet. Il y a deux autres testnets à voir qui vont fusionner par la suite. Et ensuite, se passera la grande nouvelle d'ici, on espère cet été, la grande fusion. Mais voilà, c'est que le début, en fait. Et voilà, peut-être je peux rajouter quelque chose, je crois qu'on l'a pas mentionné, mais une des raisons pour laquelle ça a pris autant de temps et que c'est aussi compliqué, c'est qu'on fait cette transition, on fait cette fusion, alors qu'on a la mainnet Ethereum qui fonctionne actuellement. Et donc, l'analogie qu'on utilise, c'est qu'on est en train de changer les moteurs d'un avion en plein vol. Et donc, c'est très compliqué. C'est extrêmement sensible. Il y a des centaines de milliards qui sont en jeu. Et donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Et encore une fois, Tim Beko le rappelait hier, mais selon lui, ça représenterait presque 50% de la difficulté du travail aujourd'hui. C'est ce changement en plein vol. Si on décidait, comme d'autres blockchains, de la mettre en pause et de redémarrer le lendemain, on l'aurait eu depuis longtemps, en fait, cette transition. Mais rien que pour cette conservation, rien que pour éviter cette pause, entre guillemets, de la blockchain, qu'on veut éviter à tout prix pour plein de raisons, notamment pour toutes les applications de la DeFi et tout ce qui tourne sur Ethereum, on ne peut pas mettre en pause la blockchain. Et ben, ça rend la chose très compliquée. Je trouvais ça intéressant comme point, et c'est assez, quand on entend ce chiffre de 50% de difficulté en plus, on se dit, ah ouais, quand même, c'est C'est assez c'est assez flagrant. important. Ouais. Ouais, exactement. Bien. Et puis la citation de les moteurs de l'avion qui volent, effectivement, c'est assez impactant et ça caractérise totalement ce réseau qui pèse plusieurs centaines de milliards et sur lesquels les corps dev s'acharnent parce qu'effectivement, il y a des NFT, il y a de la DeFi, il y a Chainlink qui regarde un petit peu ce qui se fait pour le mettre dans Ouais. la vie réelle. Donc, il y a 1 million de trucs à prendre en compte pour que il y a il y a des Ethers qui sont grapailleurs. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Donc, c'est une machine avec, on trouve un problème, il y a une autre problématique derrière, il faut toutes les résoudre avant de passer ce réseau qui vaut des milliards et qui incarnera très clairement les crypto-monnaies, qui les représentera cet écosystème pendant plusieurs mois. Et donc, si forcément ça ne marche pas, ça sera un très gros coup dur pour l'écosystème. Et si ça marche, ça sera un très bon témoin. Donc, forcément, il faut que ça soit un très bon témoin. Et on préfère que ça prenne plus longtemps et que ça se passe bien plutôt que ça soit fait trop vite. Donc, ça veut dire, Nathan, puisque tu travailles aussi donc chez Ethereum France et donc tu prépares l'ETHCC qui arrive dans quelques mois, qui est déjà très, très, très plein, cette fameuse Ethereum conférence annuelle qui se tient à Paris, que c'est notre dernière ETHCC Paris sur un Ethereum qui est en Proof of Work alors. Exactement. Peut-être même qu'il y aura le Proof of Stake d'ici, mais ça me paraît un peu ambitieux. Ah, c'est Euh, fin juillet, il va falloir s'accélérer un petit peu alors. ouais. Mais Mais pour l'anecdote, la mise à jour du client de l'execution layer, donc la chaîne principale, s'appelle Paris, et elle a été nommée après ETHCC. En fait, historiquement, c'est les grands noms des mises à jour portent les noms des villes dans lesquelles se passent les DevCon. Je crois que c'est la première fois où c'est pas le nom d'une DevCon, mais le nom d'un autre événement, et ça a été nommé après ETHCC. Donc ça s'appelle Paris. Voilà, donc on est très fiers. ce Voilà. sera d'ailleurs le dernier grand événement, à part si c'est encore décalé, mais si c'est bien fin août, ce sera le dernier grand événement où il y aura autant de gens de l'écosystème au même endroit, avec, on le sait, Vitalik Buterin qui passe tous les ans, et les plus gros core dev et les plus grands protocoles. Je crois que ce sera effectivement le dernier gros event avant ce passage-là, être ici pareil en juillet prochain. Probablement. Alors j'ai publié une liste avec beaucoup d'événements. Il y a beaucoup d'événements partout dans le monde. En tout cas, ce sera peut-être le plus gros avant la fusion, ça c'est sûr. Et puis il y en a un autre, il y en a un certain nombre un peu partout dans le monde que je vous invite à regarder. Ouais, Euh, je mettrai ce tweet aussi dans la description, Parfait. même s'il a impulsé peut-être trop de déplacements pour à peu près tout l'écosystème ces derniers mois. Mais effectivement, il y a il y a plein d'événements et ça montre là aussi l'écosystème qui grossit, l'écosystème qui se construit. Et on en parle tous les jours sur Cryptost et ailleurs Ouais, de cette progression et c'est super important. Et ouais, forcément, ça sera le gros point d'attention des prochains mois, ce merge-là. Merci beaucoup, Nathan, en tout cas, d'avoir avec plaisir. répondu à toutes ces questions, d'avoir un peu expliqué pourquoi ce testnet était si important et c'était probablement l'événement de l'année
avant que ça ne soit le merge officiel. Et on gardera tout ça à bien attentif et on se verra de toute façon à EthCC puisque Cryptost est partenaire et on aura l'occasion de vous faire vivre ce gros événement, si ce n'est là aussi le plus gros de l'année à Paris, tout au long des prochaines semaines et sur place, bien évidemment. Merci beaucoup, Nathan. Avec plaisir. Merci.